Hey, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler d'un concept que je trouve intéressant, surtout pour les testeurs d'intrusion juniors qui commencent dans le domaine. Et on va utiliser une machine sur Hackbox qui est affectée par une vulnérabilité qui date de plus de, je dirais, 15 ans. Et la question est très simple. Pourquoi doit-on, en tant que testeur d'intrusion, explorer, s'entraîner et se documenter sur des vulnérabilités qui datent de plus de 15, 20 ans, voire plus? Et la réponse, elle est très simple, parce que dans le monde réel, quand tu vas faire des tests d'intrusion, eh bien, tu vas rencontrer des réseaux qui datent de plus de 20, 30, 40 ans. Et dans ces réseaux, tu vas explorer des machines, des logiciels et des serveurs qui sont obsolètes, qui contiennent des serveurs qui contiennent des logiciels très anciens qui n'ont pas été mis à jour. Et la faute, c'est pas la faute de l'administrateur qui est inconscient, qui est stupide. C'est tout simplement parce que ces logiciels ou si ces systèmes d'exploitation sont nécessaires pour le fonctionnement de l'entreprise ou du réseau. On a plusieurs exemples. Tu as des exemples dans le domaine médical, dans le domaine des énergies. Pratiquement dans tous les domaines, tu as des exceptions. Tu as par exemple des logiciels qui n'ont pas été mis à jour parce que l'entreprise qui a développé le truc a déclaré faillite et le réseau, les administrateurs n'ont pas trouvé d'alternative. Tout ça, c'est possible. Il y a plusieurs cas où l'administrateur a besoin de laisser la machine ou le logiciel obsolète en place sans le modifier. Et cela va bien évidemment exposer les réseaux à des attaques, des attaques externes ou internes, mais l'administrateur va dans ce cas-là essayer de faire le maximum pour protéger cette machine qui est vulnérable par des mécanismes comme les pare-feux, les access controls, etc. Mais ça n'empêche que la machine va rester vulnérable. Maintenant, quand on comprend ça, quand on comprend que le réseau dépend du fonctionnement de cette machine, on peut comprendre que il y aura toujours des vulnérabilités comme la vulnérabilité qu'on va voir aujourd'hui. Et c'est pour cette raison-là que c'est important pour un testeur d'intrusion de rester à jour, de se documenter même sur les vulnérabilités qui datent de plus de 20 ans. Voilà. C'est pour cette raison-là qu'on va voir la vulnérabilité d'aujourd'hui. Et sur Hackbox, on va lancer la machine qui s'appelle Legacy. Et comme son nom l'indique, c'est une vulnérabilité Legacy vraiment. C'est une machine Windows Easy. Et on va essayer de résoudre cette machine rapidement pour avoir les deux flags, le flag user et le flag root. Première chose, j'ai copié l'adresse IP, j'ai lancé un scan Nmap, ok. Et tu peux aussi lancer un scan Rust scan pour découvrir rapidement les ports ouverts, les services, etc. Donc, paste, parfait. Et on peut voir que les ports responsables du service SMB sont ouverts. Et cela va rapidement nous faire réfléchir à des vulnérabilités comme Eternal Blue, des techniques d'énumération comme SMB Client pour voir s'il y a des partages de fichiers exposés. Tout ça, ça fait partie du processus d'énumération des machines qui ont le port 445 et le 139 ouverts. OK? Donc, sur Rastscan, on voit les trois ports ouverts. Parfait. Ça confirme les résultats de Nmap. Maintenant, on peut rapidement... je peux lancer rapidement un scan Nmap avec des scripts et je vais spécifier les scripts SMB et les scripts SMB de vulnérabilité. Parce que, comme tu le sais déjà, Nmap contient plusieurs scripts pour aider dans l'énumération des vulnérabilités spécifiques. Et là, je vais utiliser toutes les vulnérabilités SMB, comme tu peux le voir ici par le signe Joker. Et je vais spécifier le port 445 pour économiser un petit peu de temps. Et ça, c'est l'adresse IP. Et instantanément, on peut voir que Nmap a trouvé des vulnérabilités potentielles qui touchent ce serveur, notamment la vulnérabilité MS-17, connue sous le nom de Eternal Blue. C'est une vulnérabilité qui a été découverte en 2017, qui a été utilisée pour propager
le virus de rançon qui s'appelle WannaCry. Ça a été un gros chaos dans le monde. Donc ça date de 2017, comme tu peux le voir, ça c'est le CVI, si tu veux lire sur la documentation de la vulnérabilité, et le risque c'est high. Pourquoi? Parce que c'est du code d'exécution à distance, remote code execution, et cela veut dire qu'on peut exécuter tout simplement du code à distance sur le serveur et prendre le contrôle du serveur. Et là, tu as quelques ressources pour se documenter sur la vulnérabilité. En même temps, on a une autre vulnérabilité qui est SMB MS10 061. Ici, on a eu une erreur, script execution failed. Et juste après, on a une autre vulnérabilité MS08 067. Ça, c'est une vulnérabilité du même type que Eternal Blue, c'est-à-dire un remote code execution. Et ça, c'est une vulnérabilité qui date de 2008, comme tu peux le voir. Donc, ça fait plus de 15 ans que ça existe. Et des services, the service in Microsoft Windows 2000 XP, 2003, toutes ces versions de Windows sont affectées par cette vulnérabilité jusqu'à Windows Server 2008. Je pense que c'est la même chose pour Eternal Blue. Eternal Blue, il affecte Windows 7, ok, Windows 10, et tu as aussi Windows Server 2012 et Windows Server 2016. Voilà. Donc, la solution pour ces deux vulnérabilités, c'est tout simplement un patch du système d'exploitation. Ça, c'est la solution simple. Mais comme on l'a dit dans l'introduction de la vidéo, c'est pas toujours possible de faire du patch sur le serveur. Et c'est pour cette raison-là qu'on voit des serveurs affectés comme celui-là. Et tu peux confirmer le même truc. Tu peux confirmer que ces deux vulnérabilités existent toujours en allant sur Shodan. Tu mets un filtre pour ces deux vulnérabilités ou aussi ces versions de Windows, par exemple Windows 2000, Windows XP, etc. Et tu vas remarquer que sur Shodan, tu trouveras des machines qui sont de ces versions, c'est-à-dire Windows XP, etc. et qui sont connectées à Internet, ok. Souvent, c'est des machines patchées, mais ça n'empêche que tu as toujours ces références de machines Windows, ok? Et on les trouve souvent dans des banques, dans des hôpitaux, etc. Donc ça, c'est important de le savoir. Maintenant, on a deux vulnérabilités très critiques qui se trouvent sur ce serveur. Maintenant, c'est le temps d'exploiter ces serveurs. Maintenant, il faut faire attention, ok? Même si tu lis les documentations, ils vont te dire que l'exploitation de cette vulnérabilité, que ce soit le CVI 2008 et le CVI MS17 peuvent crasher le serveur, ok? Donc, il faut faire très attention dans le choix de l'exploit que tu vas utiliser. Cette vulnérabilité qui date de 2008, elle était utilisée pour propager un vers qui s'appelle Conficker, ok? Donc, toutes les vulnérabilités, en fait, qui utilisent le service SMB sont utilisées aussi pour propager des vers, des virus, etc. Et la raison pour laquelle cela est possible, parce que c'est SMB, c'est Server Message Block, un service qui est utilisé pour partager des ressources dans le réseau. Et quand on dit partage, cela veut dire distribution de ressources, ok? Distribution de ressources, cela veut dire distribution de malware. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser MSF Console pour l'exploitation. Pour l'exploitation de ces vulnérabilités, surtout les vulnérabilités qui datent de plus de 10 ans, tu trouveras pas mal d'exploits sur Google, ok? Si tu fais un Google et tu copies le CVI comme ça et tu fais une recherche exploit, et bien surtout sur GitHub, tu trouveras pas mal d'exploits. Tout d'abord, tu as un exploit sur Exploit Database, et là, si tu filtres juste pour GitHub, et bien tu trouveras des centaines d'exploits. Mais il faut faire attention, ok? Il faut toujours utiliser un exploit qui est de confiance, qui a été testé plusieurs fois pour ne pas crasher le serveur distant. Maintenant, on a le choix d'utiliser MSF Console. Ça a été utilisé des centaines, des milliers de fois. Je l'ai utilisé plusieurs fois et ça n'a jamais causé de problème. Donc, je vais faire un search. Voilà. On a un seul exploit sur mes Metasploit. Le rank Segregate, cela veut dire que cet exploit est parfait pour ce qu'on veut faire.
Microsoft Server Service Relative Path Stack Corruption. Donc, le concept de la vulnérabilité, c'est en relation avec une corruption de mémoire, ok? Il y a un problème dans la façon dont SMB traite les requêtes qu'il reçoit, que ce soit pour la vulnérabilité de 2008 ou 2017, eh bien, un attaquant peut créer des requêtes spécifiques qui vont faire en sorte de corruptionner si c'est correct, corruptionner la mémoire du service, et cela va donner à l'attaquant la possibilité d'envoyer des commandes et d'exécuter des commandes sur le serveur distant. Maintenant, ce que je vais faire use 0 pour utiliser cet exploit. Ensuite, je vais faire options et je vais changer le lhost qui est la machine Kali qui va recevoir le reverse shell. Je vais utiliser le tunnel 0 qui est l'adresse IP sur le réseau de Hack the Box. Je laisse le port 4444 et le rhost, c'est l'adresse IP de la machine cible qui est celle-là. Ok, donc set rhost et je mets l'adresse. Je vérifie rapidement. Voilà, ça marche. Ça, c'est l'adresse IP de Kali Linux, comme tu peux le voir ici en haut à droite. Et là, c'est l'adresse IP de la machine cible. Et je peux lancer l'exploit en exécutant la commande run. Donc, automatiquement, il va essayer de détecter la machine cible. On peut voir que c'est une machine Windows XP Service Pack 3 et la langue, c'est English. Ces détails sont importants parce que si tu changes de langue, tu vas changer les adresses dans la mémoire et cela va faire en sorte que le service ou l'exploit ne va pas marcher. C'est important de bien énumérer le serveur cible, ok? Sinon, pour Metasploit, il va faire l'énumération tout seul, il a les modules nécessaires pour faire l'énumération, mais au cas où tu vas utiliser un exploit depuis GitHub, eh bien l'énumération est importante. Voilà, on a eu notre reverse shell, on a la session Meterpreter ouverte, tu peux faire 6 info pour avoir des informations. Voilà, on parle de Service Pack 3, Windows XP, l'architecture c'est du 32 bits, domaine c'est HTTP, logged user, un seul utilisateur, c'est moi-même je pense. Et on a Meterpreter x86 Windows, ok? Je peux faire get UID pour voir les permissions. Eh bien, dans ce cas-là de cette vulnérabilité, la première vulnérabilité, la deuxième vulnérabilité, c'est-à-dire la MS08 et c'est pas la MS17 et la CVI 2008, les deux vont nous donner accès à distance avec les privilèges système. C'est les privilèges du super utilisateur sur les machines Windows. Maintenant, on peut faire ce qu'on veut. Je peux me déplacer dans le répertoire des utilisateurs, PWD, LS, et voilà. Maintenant, le système de fichiers, il est un peu différent des versions récentes de Windows, c'est normal. Et bien évidemment aussi, si tu n'as pas accès à beaucoup de commandes, comme la commande basique au AMI, tu n'as pas accès à PowerShell. PowerShell n'a pas été aussi été une option avec des Windows XP, Windows 2000, etc. Attends, je vais faire Shell. Et là, si je fais PowerShell, eh bien, je vais avoir une erreur. PowerShell is not recognized. Parce que PowerShell a été introduit avec Windows 7, ok? Maintenant, je vais reprendre PowerShell, background. Voilà. LS. Je vais me déplacer vers Documents and Settings. Ok, donc c'est des... Voilà. LS. Et voici les répertoires des utilisateurs. John, Administrator, etc. Je peux faire John, LS, CD Desktop, LS, 4. Voilà le flag de l'utilisateur. Je reviens en arrière de pas, PWD, je me déplace vers le répertoire de l'administrateur, ensuite desktop LS, et voici notre deuxième flag. Parfait. Donc ça, c'est concernant la vulnérabilité CVI 2008. Maintenant, je peux faire exit, ou plutôt background,
et je peux utiliser un module qui va nous aider dans l'énumération locale de la machine. Parce que, comme on l'a vu déjà avec Nmap, on a eu deux vulnérabilités, la MS17 et la CVI 2008. Mais ici, sur la machine locale, il peut y avoir des vulnérabilités qu'on peut utiliser aussi, ok, pour le pivotage, pour l'escalade de privilèges si on n'était pas système. Eh bien, on peut utiliser ce module qui s'appelle Multi-Recon Local Exploit Suggester. Ça marche sur Windows et sur Linux. On peut l'utiliser, on peut spécifier une session parce qu'on a déjà eu une session. Eh bien, la session, c'est la session normalement numéro 1. Numéro 2. Parfait. Attends. Je peux faire Sessions. Voilà, on a deux sessions. Eh bien, je vais utiliser cette Session 2 et je peux faire Run. Et cela va lancer le processus d'énumération pour nous trouver des exploits locaux. Attention, encore une fois, c'est pas toujours pertinent à 100%, c'est pas toujours correct à 100%. Il faut faire une autre énumération manuelle pour découvrir si vraiment le serveur est vulnérable à ce que suggester a trouvé. Ok? Donc ça, c'est un important module qu'il faut utiliser, que ce soit dans un serveur Linux ou Windows. Maintenant, on peut aussi utiliser un deuxième exploit sur Metasploit pour exploiter la faille Eternal Blue. Ça va nous donner les mêmes privilèges, les mêmes permissions qu'on a eu précédemment. Et là, on vient de voir que le module de Metasploit nous a donné accès à 6 exploits. Check Result, on a MS10 Kit Rapid. The service is running but could not be validated. The target appears to be vulnerable. On a ces deux vulnérabilités, MS15, MS14. On a MS16 et PPR Flatten Rec. Ce sont 4 vulnérabilités qui ont été validées par ce module et du coup, on peut les utiliser pour l'escalade de privilèges. Attention, il faut faire l'énumération manuelle, ok? Pour ne pas faire une bêtise ou crasher le serveur, surtout dans un test d'intrusion. En fait, dans un test d'intrusion réel, il faut toujours demander la permission, ok? Même si tu trouves des CVI comme Eternal Blue ou bien le CVI 2008-42-50, eh bien, tu vas toujours, et dans tous les cas, communiquer ça avec l'administrateur ou quelqu'un qui est responsable dans l'entreprise pour demander la permission et savoir si tu es autorisé à exploiter cette vulnérabilité. Donc voilà, c'était ça la machine Legacy. Je voulais faire cette vidéo rapide parce que c'est important de comprendre ce concept de vulnérabilité obsolète et comment les gérer. Ok? Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Si tu as des questions, tu peux les mettre en dessous de la vidéo et on se retrouve dans la prochaine. Peace.